C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur Get to Know Me. Aujourd'hui, nous visiterons un domaine assez particulier à travers une personnalité, ses passions, ses ambitions, sa vie de tous les jours, ce qu'il veut réaliser, ce qu'il compte réaliser pour le bonheur de ses concitoyens, pour le bonheur des personnes qui l'entourent. Lui, c'est Ama Amadou Salif Ndiaye. Ce nom vous dit beaucoup de choses. Dans un instant, nous serons donc avec lui. Encore une fois, bonjour et bienvenue à Get to Know Me. Ama Amadou Salif Ndiaye. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Get to Know Me. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Titulaire d'un master en management, qui êtes-vous réellement? Je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. Je suis né ici, de parents eux-mêmes issus de l'immigration, parce que quand on retrace mon ascendance, on arrive au Sénégal d'un côté, on arrive au Burkina Faso de l'autre. Mais je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai grandi ici. Aujourd'hui, je dirige une structure qui est spécialisée dans le conseil en financement et en investissement. Et au niveau de l'engagement public, je suis conseiller municipal au sein de la commune de Cocody, en charge de l'éducation, de la formation et du sport. Justement, vous parlez de ce métissage culturel qui est en vous. Quand on part un tout petit peu loin, quand on fait des recherches et quand on lit l'influence de toutes ces femmes peules, ces femmes guérées, ces femmes malinquées, tout cela a contribué à faire de vous ce qui vous êtes aujourd'hui? Oui, je suis l'enfant de plusieurs mères. J'ai eu la chance de grandir dans une famille très, très diverse, qui présentait à la fois une diversité ethnique dense, une diversité en termes de confession religieuse, parce que dans ma famille, on a un côté qui est catholique, un côté qui est musulman, et donc on a toujours vécu ensemble, en parfaite symbiose. Moi, j'estime que je suis un chanceux, parce que j'ai pu grandir dans cet environnement très divers, qui m'a fait comprendre d'abord que la diversité est une force, est une richesse, et ensuite qu'on peut très bien vivre ensemble, en s'entendant sur des valeurs communes, dans une cohésion parfaite. Vous êtes donc le prototype du métissage culturel dont parlait le président Félix Houphouët-Boigny, ce à quoi il espérait pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il le disait souvent, la Côte d'Ivoire, c'est cette terre de métis. Donc, quand on parle de métissage, ce n'est pas seulement la couleur de la peau, c'est notre richesse, notre diversité culturelle, et vous représentez bien cette Côte d'Ivoire-là. C'est ça, je suis une bonne synthèse, on va dire, de la diversité ivoirienne. La Côte d'Ivoire, c'est une terre ouverte, c'est une terre qui a rassemblé des gens de partout. C'est très comparable à ce qu'on appelle le melting pot américain. Et donc, on a à la fois ce rassemblement de gens divers et cette nécessité de créer un ciment entre tout le monde. Et ce ciment-là, c'est l'esprit ivoirien, c'est l'esprit de nation qu'on essaye de développer. L'amour de la patrie, l'amour, l'attachement à la Côte d'Ivoire, le fait de s'engager pour la défendre quand elle a besoin de nous. Ça, c'est le ciment de tout le monde, en fait. C'est ce qui nous rassemble et c'est ce qui doit aujourd'hui motiver un certain nombre de nos engagements. Votre cursus scolaire, on va en parler un tout petit peu. Le primaire, le secondaire et ensuite? Et ensuite, la vie active. Alors, vous avez commencé où? J'ai été petit, j'ai étudié, j'ai commencé l'école au centre de la protection de la petite enfance de Cocody, pas loin du CHU de Cocody, ce qu'on appelle le centre pilote. D'accord. Donc c'est là où j'ai commencé l'école. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des amis qui sont issus du même centre, avec qui je suis encore en contact, qui sont restés des amis fidèles, proches au long des années. Donc c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai pris mes marques. Ensuite, j'ai intégré le lycée Mermoz, le collège Mermoz d'abord et ensuite le lycée Mermoz, toujours à Cocody. C'est une expérience également intéressante dans le sens où de nombreux élèves dans cet établissement étaient issus eux-mêmes de l'immigration. On accueillait également beaucoup d'enfants d'expatriés. Donc ça nous permettait en fait d'être en contact et de nous tisser un premier réseau avec des gens dont la famille était installée en Côte d'Ivoire ici depuis quelques années pour des raisons professionnelles, mais qui n'étaient pas eux-mêmes ivoiriens. Ensuite, évidemment, on y apprend la géographie, les mathématiques, des choses comme ça qui sont intéressantes. Moi, j'étais plutôt matheux, j'aimais bien les maths.
et j'ai fait une bonne scolarité dans l'ensemble. J'ai obtenu mon baccalauréat en 1998, baccalauréat économique, en sciences économiques et sociales, avec une mention bien. Et ça m'a permis en fait de bénéficier d'une bourse d'excellence qui a été octroyée à l'époque par le gouvernement français, qui m'a permis d'aller faire mes études supérieures en France. Donc 2 années de classe préparatoire à Lyon, en banlieue lyonnaise précisément. La première année c'était à Vénissieux, donc qui est une extension de la ville de Lyon. Puis la deuxième année c'était à Lyon-Centre. Et suite à ces 2 années de classe préparatoire, j'ai intégré une grande école de commerce qui s'appelle l'EDEC, dont j'ai été diplômé en 2004. Et ensuite, j'ai pu rentrer en Côte d'Ivoire pour entamer ma carrière professionnelle. Alors, au départ, vous ne vous voyez même pas en tant qu'entrepreneur. Pour vous, vous serez cadre dans une entreprise et puis bon, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors, mes parents sont d'une part enseignants. Mon père était enseignant, ma mère est médecin et médecin retraité. Et dans notre famille, on avait assez peu finalement de gens du monde de l'entreprise. On avait beaucoup de gens qui étaient plutôt des fonctionnaires ou des gens du monde médical, mais on n'avait pas énormément de personnes qui étaient des entrepreneurs. On avait quelques cadres, dont un de mes oncles qui était cadre dans une multinationale informatique, qui m'a beaucoup inspiré, mais peu d'entre nous avaient démarré une entreprise. Okay. Et donc, quand j'ai commencé mes cours à la business school, c'était plutôt dans l'idée qu'à la fin de mes études, je serais un cadre d'entreprise. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé, c'était un événement un peu, on va dire, prémonitoire. Dans cette école, on nous faisait passer des tests de personnalité. Oui. Et à l'issue d'un des tests de personnalité, il est apparu que j'étais un profil atypique qui ne pourrait pas forcément s'épanouir en entreprise parce que simplement j'avais un rapport à l'autorité qui était un peu compliqué et que finalement plutôt que d'être celui qui obéit, je préférais être celui qui dirige. Et quand j'ai regardé ce test, bon, je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Je me suis dit, bon, on verra. Donc j'ai continué, j'ai commencé ma carrière à Abidjan. Enfin, en France d'abord, parce que dans la conclusion de mes études, j'avais en même temps l'obligation de faire ce qu'on appelle un stage de fin d'études, qui s'est transformé en stage de pré-emploi dans l'industrie automobile en France. Donc je suis resté 1 an et demi dans une entreprise spécialisée dans l'automobile qui s'appelle Plastic Omnium, qui est une entreprise internationale. Et quand j'ai terminé ce stage-là, je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai été engagé au cabinet Ernst & Young à Abidjan, où je suis devenu auditeur. Donc auditeur, c'est un métier magnifique parce que c'est un métier qui vous donne accès aux dirigeants d'entreprise à un niveau très junior. Donc vous avez déjà accès à des directeurs financiers, à des directeurs généraux. Vous avez accès à des secteurs très différents les uns des autres. Ça vous permet de voir comment l'économie ivoirienne est structurée, comment l'économie des pays voisins, parce qu'on couvrait aussi les pays voisins, est structurée. Ça vous permet d'apprendre en fait comment ces différents secteurs fonctionnent. Donc c'est un bon poste d'observation et en même temps ça vous donne de très bons réflexes de travail, de bonnes habitudes de travail, de bons réflexes de travail. Donc je suis rentré chez Ernst & Young, j'y suis resté 3 ans à peu près. Ensuite j'ai rejoint le groupe Alios Finance comme auditeur pour l'Afrique de l'Ouest. Je couvrais la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Sénégal. Et j'avais 26 ans, j'étais au conseil de direction, au comité de direction de Alios Finance. Donc très vite on m'a responsabilisé. Par contre, j'ai eu à un moment donné le sentiment que ce que je faisais ne me permettait pas de m'épanouir. Et donc j'ai eu une opportunité qui était celle de rejoindre ce qu'on appelle une banque d'affaires, une banque spécialisée dans la levée de fonds. J'ai rejoint cette banque toujours en tant que salarié et au bout de 2 ans, j'ai quitté la banque, j'ai créé ma banque en 2010. Du coup, depuis 2010, je suis autonome, je maîtrise mon destin. Avec plusieurs entreprises? Oui, c'est ce que je souhaitais. C'était être maître de mon destin et c'est ce que je fais aujourd'hui. Contre vents et marées. Je ne vous dirai pas que c'est facile, mais je suis très fier d'avoir fait ce pas-là très tôt, avant que l'entrepreneuriat ne soit à la mode. En Côte d'Ivoire. Justement, ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on démarre avec des moyens qui sont d'une certaine manière très limités.
dans un secteur qui demandait quand même un minimum de moyens pour pouvoir se développer. Je raconte souvent l'histoire de mon premier client. Donc, j'avais une promesse d'un client potentiel avant de constituer mon entreprise. Et donc, je savais que j'allais avoir du travail. Dès que j'allais créer mon entreprise, j'aurais pu démarrer immédiatement. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé mon entreprise, le client a disparu pour des raisons qui lui sont propres. Je n'ai pas pu obtenir ce contrat. Et du coup, je me suis retrouvé à rechercher des clients à un moment où je n'étais peut-être pas préparé suffisamment à le faire. Ça m'a pris quelques mois, mais finalement, j'ai pu obtenir mes premiers contrats et puis démarrer. L'entrepreneuriat n'est pas facile. L'entrepreneuriat n'est pas facile en Côte d'Ivoire. D'abord, il n'est pas facile partout dans le monde, mais en Côte d'Ivoire, c'est encore plus difficile parce qu'on a un historique qui fait de nous plutôt des gens d'administration, des gens de bureau. Et il est très difficile pour beaucoup d'entre nous de sauter le pas et de créer une entreprise. Créer une entreprise, c'est avoir des responsabilités. Avoir des responsabilités d'abord vis-à-vis de ses clients, parce que ces clients-là attendent de vous une prestation de service qui soit excellente, quel que soit votre âge. Le client, une fois qu'il vous a engagé, il attend de vous un résultat. Peu importe votre âge, votre expérience, si vous l'avez convaincu que vous êtes capable de faire le travail, vous devez délivrer le travail. Ensuite, c'est des responsabilités vis-à-vis de ses salariés parce qu'on engage des personnes qui elles-mêmes vont travailler, qui dépendent du succès de votre entreprise. Donc il faut pouvoir les manager, il faut pouvoir également assurer la rémunération que ces personnes-là attendent tous les mois. Donc ce sont des engagements importants. À l'époque, c'est un peu différent aujourd'hui, mais très peu de dispositifs d'accompagnement existaient pour les entrepreneurs. Donc il fallait se battre. Après, c'est une question de personnalité, c'est une question on va dire, d'environnement de chacun. Si vous avez autour de vous des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous motivent, vous trouverez les ressources. Vous trouverez les ressources à l'intérieur de vous-même pour passer les difficultés. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'en 2018, l'enfant de Cocody se réveille véritablement? Mais il se passe qu'on prend conscience que le politique gouverne tout. Je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2004, en octobre 2004. En novembre, on a eu la crise de Bouaké. On a eu la crise avec les patriotes qui étaient dans la rue, avec l'armée française qui avait, on va dire, attaqué une partie de l'arsenal militaire ivoirien, etc. Et dans ce contexte-là, tout ce que vous faites en tant qu'entrepreneur ne peut pas se développer. On avait eu auparavant déjà le coup d'État en 1999, on avait eu la crise de post-électorale de 2000, on a eu la rébellion en 2002, ensuite on avait encore une crise en 2004, il y en a eu une autre en 2005, en 2010 on a fait les élections, on a encore eu une crise. Vous les avez toutes vécues? Je les ai toutes vécues, j'étais là, j'étais à Abidjan. Et de manière comme ça récurrente, on passait de crise en crise. Et à un moment on se dit, nous qui avons été formés comme managers, on ne peut plus rester des managers. On ne peut pas rester et puis observer notre pays voler en éclats, avoir ses fondements qui s'effritent et ne pas réagir. Autour de moi, je connais beaucoup de gens qui avaient un certain nombre de griefs à l'égard de la classe politique, mais ces griefs-là, on en débattait souvent à la maison ou entre amis, sans forcément avoir un chemin d'action derrière. Et en 2017, au lendemain du vote de la nouvelle constitution, dont l'argument principal était qu'elle devait assurer une forme de stabilité et de paix, on se retrouve avec 2 tentatives de mutinerie, avec encore un pays qui est en train de chanceler, avec des militaires qui sont armés, qui exigent de l'argent, etc., etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, si nous, on ne s'engage pas, si nous, on ne reprend pas les choses en main, personne ne le fera et on aura tous à regretter à un moment donné d'avoir laissé des personnes qui ont des antagonismes aussi forts maîtriser notre pays. Donc l'idée, c'était quoi? C'était de dire, il faut qu'on propose une alternative à ceux qui ont dirigé notre pays depuis tant d'années
C'est vrai, diriger, ce n'est pas facile. Donc, certainement, ils ont fait de leur mieux. Mais le résultat des efforts qu'ils ont fait, on le voit, c'est des crises à répétition. Donc, quelque part, c'est bien de critiquer, c'est bien aussi de proposer de nouvelles choses. C'est comme ça que ce déclic est venu. J'en ai parlé à des amis, je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on crée, il faut qu'on innove et surtout, il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on arrête de nous voir comme uniquement des chefs d'entreprise ou des cadres d'entreprise et puis laisser ceux qui savent diriger des pays. Voilà, il n'y a pas d'école pour apprendre à diriger des pays. La seule école, c'est de commencer à prendre des responsabilités et au fur et à mesure de ces responsabilités-là, d'acquérir des compétences, d'acquérir la manière de gérer les hommes pour pouvoir atteindre un certain niveau. C'est comme ça que nous, on a démarré. On a créé ECN, Engagement des citoyens pour la nation, qui était une association à l'époque dont la mission était de faire de la promotion civique, mais également de réfléchir à une alternative indépendante, c'est-à-dire libérée du carcan des partis. Une de mes analyses sur laquelle je reste aujourd'hui très ancré, c'est que le fonctionnement des partis a été dévoyé. La Constitution nous dit que les partis concourent à l'expression du suffrage. Donc les partis sont des instruments pour pouvoir canaliser en fait les besoins et les intérêts sociaux dans la société. Mais on se rend compte en réalité que nos partis fonctionnent beaucoup comme des groupements d'intérêts économiques. Aujourd'hui, être dans un parti, ça offre des avantages. Ça offre un accès à des ressources publiques. Et surtout, ça permet aussi d'échapper à un certain nombre de responsabilités. Malheureusement, on se rend compte qu'être dans le bon parti aujourd'hui, ça vous permet de ne pas être jugé quand vous devez être jugé. Et moi, mon analyse, c'est que les partis aujourd'hui jouent contre l'intérêt de la population. Ce n'est pas une posture populiste, mais c'est une analyse froide. Le fonctionnement partisan est grippé. Et tant qu'on n'a pas une alternative indépendante crédible, on aura du mal à sortir la Côte d'Ivoire des difficultés qu'elle a. Et aujourd'hui, être indépendant, ce n'est pas refuser tout ce qui est partisan. Au contraire, c'est être capable de faire travailler ensemble des gens qui ont démontré depuis 20 ans qu'ils étaient incapables de travailler ensemble. Être indépendant aujourd'hui, c'est ça en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que moi je le conçois. Il faut une espèce de coordination au-dessus des partis. Et tant qu'on n'arrive pas à trouver la bonne formule, malheureusement, on ira encore de querelle partisane en querelle partisane sans pouvoir trouver les bonnes solutions aux vrais problèmes de notre pays. Parce qu'on a des vrais problèmes, des sérieux problèmes. Alors aujourd'hui, après tout ça, vous êtes conseiller municipal. Est-ce que vous dites aujourd'hui que vous avez bien fait d'oser, d'y aller? Est-ce que vous pensez que vous impactez quelque part? Absolument, absolument. Je n'ai pas de regret sur la décision de m'être lancé. C'est vrai que c'est une décision qui aurait pu être mieux préparée, mieux exécutée. C'est un projet qui aurait pu être mieux exécuté, parce qu'on n'a pas fait une campagne idéale, on n'a pas fait la meilleure campagne, et les résultats nous ont montré qu'on n'a pas convaincu la majorité de l'électorat. Mais en même temps, il fallait commencer quelque part. Donc après ECN, après l'initiative dont je vous ai parlé précédemment, on a estimé qu'il fallait aussi quelque part obtenir une expérience du fonctionnement de l'appareil public. C'est pour ça qu'on s'est présenté. C'était pour pouvoir être dans le système, comprendre comment le système fonctionne. Et cet objectif-là, on l'a atteint. C'est pour ça qu'on est au conseil aujourd'hui. On n'a pas été maire, mais on a gagné un siège. Et donc on siège au conseil au nom de tous ceux qui nous ont fait confiance. Mais on est en apprentissage. On observe comment les choses fonctionnent. Parce que si on veut les changer, il faut bien comprendre comment elles fonctionnent. Donc aucun regret. Certainement, il y avait des choses qu'on aurait pu mieux faire, mais on est dans un processus qui prend du temps, qui demande de l'apprentissage et une courbe d'apprentissage qui prend un peu de temps. Mais bon, voilà, nous, on est contents. Et vous êtes toujours autant passionné de Cocody. Vous le dites si bien, l'enfant de Cocody, oui, vous y tenez. Je suis passionné de Cocody. Je suis passionné de Cocody. Je trouve que Cocody, et je l'ai dit pendant la campagne, Cocody représente un peu le rêve ivoirien. Il y a le rêve américain, mais Cocody, c'est le rêve ivoirien.
Pas forcément pour les belles maisons, je ne pense pas du tout à ça, mais parce que Cocody aujourd'hui est devenue une terre d'accueil. C'est devenu une terre qui a rassemblé des gens de tous les horizons. Et si on regarde bien, Cocody aujourd'hui, c'est le lieu où se concentre l'essentiel du pouvoir politique en Côte d'Ivoire. C'est vrai que nos députés ont l'hémicycle au plateau, mais ils résident quasiment tous à Cocody. On a eu le cas des maires et des représentants de collectivités territoriales qui, même étant élus à l'intérieur du pays, résident à Cocody. Donc l'essentiel des personnes qui exercent des responsabilités publiques sont à Cocody. De l'autre côté, on a aussi dans le secteur privé la même chose, le même phénomène. La plupart des entrepreneurs, la plupart des chefs d'entreprise qui ont les usines à Yopougon, qui ont des bureaux au plateau, résident en réalité à Cocody. Donc c'est une plateforme magnifique. C'est également une cité des arts, comme le nom du quartier l'indique. Cocody, c'est une cité des arts. On retrouve toute la diversité de la création artistique, culturelle ivoirienne à Cocody. Beaucoup de choses sont nées à Cocody. Beaucoup de concepts, même si on rentre dans les concepts musicaux, de couper, décaler, aujourd'hui on peut dire que c'est Cocody, même si certains artistes sont issus de communes voisines. Mais quand ils réussissent, ils veulent tous résider à Cocody. Et donc on a cette concentration-là, on a la concentration des talents, on a la concentration des décisions, des décisionnaires, on a la concentration du pouvoir économique aussi à Cocody. Donc Cocody, c'est vraiment le rêve ivoirien. Après, là aussi on l'a dit pendant la campagne, Cocody c'est une commune diverse, c'est une commune contrastée. Vous avez à Cocody beaucoup de gens qui sont aisés, mais vous avez beaucoup de gens qui sont dans la misère. Vous avez beaucoup de gens qui sont dans des difficultés. Et malheureusement, ces mondes-là fonctionnent un peu en vase clos. Quand vous êtes dans certains quartiers qui sont mal développés, mal bitumés, mal éclairés, qui sont dangereux, vous ne vous sentez pas appartenir à la commune de Cocody. Tant qu'on ne vous donne pas la chance de contribuer au développement de la commune, tant qu'on ne vous donne pas la parole, tant qu'on ne vous permet pas aussi de sortir de votre situation, de votre condition par l'éducation, par les opportunités économiques, vous serez, c'est vrai, résident à Cocody. Ce sera toujours bien aux yeux de ceux qui sont dans d'autres communes. On aura toujours l'impression que vous êtes arrivé à quelque chose, mais la réalité, c'est que vous n'aurez pas les mêmes chances. Et donc, il faut pouvoir rendre ce rêve ivoirien-là accessible à tout le monde. C'est les messages essentiels de notre campagne. L'idée, ce n'était pas de dire ah non, il n'y a aucun problème à Cocody. C'est vrai, c'est la commune Choco, c'est la commune des boss et tout, mais il y a des gens qui n'ont pas accès au rêve ivoirien. Même dans Cocody, il y a des gens qui n'ont pas accès au rêve ivoirien. À l'extérieur de Cocody, évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès au rêve ivoirien. Donc, il faut maintenir le rêve parce que c'est ce qui nous motive, c'est un peu la direction dans laquelle on va, mais il faut aussi s'occuper de la condition réelle des personnes et trouver des solutions aux difficultés que les gens vivent. C'est bien dit. Mais la politique, je veux dire, flirte autour de vous depuis belle lurette. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui a été engagé politiquement, qui a occupé des fonctions publiques, des responsabilités publiques de ministre plusieurs années. C'est quelqu'un à qui je rends hommage, qui a été un modèle pour moi, bien que je l'ai peu connu, parce que j'étais encore très jeune quand je l'ai connu. C'est quelqu'un qui m'a inspiré. C'est quelqu'un dont la réputation est restée, on va dire, très positive. Et donc, ça nous donne aussi une responsabilité de quelque part défendre un peu. Ce n'est pas un héritage, parce que ce n'est pas la bonne façon de qualifier ça, mais c'est de défendre l'idée et les valeurs que ce monsieur incarnait. À côté de ça, mon père aussi a eu un engagement, pas forcément politique, mais plutôt syndical. Donc voilà, beaucoup de gens qui connaissent ma famille n'étaient pas surpris de me voir là où je suis. Mes amis qui me connaissent un peu moins peut-être, ou qui connaissent ma famille un peu moins, ont été un peu plus surpris. Alors, on dit de vous que vous n'avez pas la langue dans la poche. Hein. Vous avez un certain franc-parler qui peut dérouter certaines personnes. Non, j'ai arrêté. Et pourquoi?
Parce qu'il faut en même temps faire passer des messages et en même temps ménager la susceptibilité des gens. C'est vrai que ça m'est arrivé parfois de heurter la susceptibilité de certaines personnes. En disant ce que vous pensez, en disant ce que je pense d'une manière qui n'était pas la bonne. Donc il faut pouvoir trouver la bonne formule de manière peut-être diplomatique pour faire passer les messages. Donc voilà, c'est ce que je fais, je travaille dessus. Vous travaillez là-dessus? Oui. Et vous avez changé? Je change. Alors, quelles sont vos ambitions, vos objectifs? De quoi rêvez-vous? Je rêve d'un pays où mes enfants seront épanouis. Je fais ça dans l'idée que mes enfants, mes petits frères, parce que j'ai beaucoup de petits frères, dans l'idée que je puisse leur épargner les crises que moi j'ai vécues, la violence, l'exclusion, le manque de débat démocratique, le manque d'indépendance de la justice, ces problèmes que nous connaissons. Je veux construire une Côte d'Ivoire dans laquelle ceux qui viennent après nous seront heureux de vivre. Et pas seulement les plus riches. Ce n'est pas une question d'argent. Vous pouvez être de conditions modestes, mais avoir une vie digne. Donc il faut pouvoir créer cette Côte d'Ivoire dans laquelle les gens vivent dignement et les gens vivent en paix. Aujourd'hui, on a des sujets très graves en termes d'éducation, en termes de développement, même en termes d'homogénéisation du développement sur l'ensemble de notre territoire. Comme je dis souvent, un enfant qui naît à Zouaounien, il n'a pas les mêmes chances qu'un enfant qui naît à Cocody. Mais ce n'est pas normal. Donc dans notre pays, il faut pouvoir donner à tout le monde les mêmes chances, quel que soit le lieu où on est, quelle que soit la famille dans laquelle on est. Donc c'est cette Côte d'Ivoire-là que moi j'essaie de construire. Mon ambition, c'est d'influencer l'évolution de notre pays dans ce sens-là. Ce n'est pas d'occuper nécessairement un poste. Je peux le faire étant à un poste d'élu, à un poste de responsabilité publique. Je peux le faire n'étant pas à un poste public, simplement en exprimant justement ce rêve-là d'une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire où on vit vraiment l'idée de nation et de citoyenneté, mais d'une manière qui inclut tout le monde. Et ça, on peut le faire même en n'étant pas élu. Après, c'est vrai que avoir les leviers de l'action publique, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir un impact beaucoup plus grand. Mais je ne conditionne pas mon engagement au fait d'avoir un poste. Alors, justement, en parlant de ce volet, quand on regarde un tout petit peu aujourd'hui le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse, à ces personnes qui y résident, à ces Ivoiriens? À la jeunesse, je voudrais dire deux choses. La première, c'est de ne pas se décourager. J'ai vu beaucoup de jeunes qui sont déçus de la politique et on vit dans une période où les jeunes n'ont plus d'espoir, n'ont plus de rêve. Beaucoup de nos jeunes frères, de nos petits frères, nos enfants même parfois, n'ont plus de rêve. Et ils ont du mal à se projeter dans un avenir qui pourrait leur être favorable, malheureusement. Et la première chose à leur dire, c'est de ne pas se décourager. Parce que les choses, c'est vrai, sont difficiles, mais c'est grâce à eux que les choses pourront évoluer. La deuxième chose, c'est de ne pas se laisser duper par la classe politique. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes suivent des politiciens parce qu'ils ont un intérêt immédiat, mais malheureusement, ils ont trop été manipulés, instrumentalisés par la classe politique. Et nous sommes en 2020, nous avons des élections qui approchent. Le message essentiel, c'est de faire comprendre aux jeunes que les décisions, les choix qu'ils vont faire aujourd'hui, ils doivent les faire pour eux-mêmes. Ils doivent les faire dans leur intérêt à long terme, pas forcément pour servir les intérêts d'une classe politique qui existe et dont ils profitent momentanément. Voilà ce que je voudrais leur dire. Après, au-delà, c'est de dire aux Ivoiriens qu'à un moment, il faut qu'on prenne conscience que nous approchons d'un point de non-retour. Si on n'arrive pas à gérer notre prochaine élection de manière pacifique, de manière raisonnable, nous risquons de retomber dans des crises qu'on a déjà connues, mais peut-être plus graves. Donc c'est un message, c'est un appel à la raison que je lance, un appel aussi à la modération de certains. Et voilà, j'aimerais que les politiciens se parlent, mais pas seulement qu'ils se parlent, qu'ils se comprennent et surtout
qu'il s'écoute et surtout qu'il parle de ce qui concerne les Ivoiriens, pas de ce qui les concerne eux, pas de leurs intérêts particuliers. Voilà. Alors, vous vous êtes présenté en tant qu'indépendant. On sait en Afrique qu'une campagne, elle est coûteuse. Alors, pour un jeune comme vous, qui arrivait, en griffe, qui débarquait sur la scène politique, et vous décidez d'aller arracher un gros morceau qu'est Cocody, quand même, parce que Cocody, c'est Cocody, on le sait, c'est pas du tout évident. Il y a des dinosaures et des ténors ici. Vous venez, vous, jeune entrepreneur, jeune cadre dynamique, entrepreneur qui a ses idées, qui a ses activités qui fonctionnent, qui décide de plonger dans ce monde qui est un tout petit peu bizarre. Le financement, d'où ça vient? Comment on s'organise? C'est une très bonne question. La campagne a été quasiment autofinancée. Donc c'est mon épargne qui a financé la campagne. J'ai été aidé par quelques membres de ma famille, par quelques amis. On a voulu également faire une campagne plus ouverte, donc permettre à des gens de soutenir notre action. On s'est rendu compte que, contrairement à des pays comme les États-Unis, où le soutien politique se traduit très facilement par le fait qu'on puisse donner financièrement à la campagne d'un candidat, ici le réflexe est l'inverse. C'est-à-dire que quand vous voulez soutenir un candidat, c'est le candidat qui doit vous payer pour le soutenir. Et malheureusement, on est dans un cercle vicieux parce qu'on est arrivé à un stade où les élections finalement s'achètent. C'est ceux qui ont l'argent qui peuvent acheter les élections. C'est ceux qui ont accès aux ressources financières qui peuvent obtenir le soutien de la population. Donc, il y a une responsabilité partagée, à la fois ceux qui utilisent l'argent pour obtenir du soutien politique et bien entendu la population elle-même qui tombe dans le piège, qui joue le jeu de l'argent. Moi, j'ai entendu des jeunes qui me disaient bon, il faut nous payer pour qu'on te suive. Mais voilà où on en est. Et à ce jeu-là, c'est ceux qui ont de l'argent qui gagnent. Ce n'est pas ceux qui ont des idées, ce n'est pas ceux qui savent répondre aux besoins de la population, c'est ceux qui ont de l'argent. Aujourd'hui, faire une campagne, c'est un peu comme développer une opération industrielle. On investit et puis on atteint un retour sur investissement. Et après, on arrive à cette situation-là où la population est déçue que des responsables publics arrivent à détourner des ressources publiques. Mais c'est la conséquence logique. C'est vraiment la conséquence logique. Donc, ma campagne a été autofinancée essentiellement. Je travaille. Je ne suis pas un politicien de métier. J'ai une activité de consultant qui fonctionne. Et donc, c'est cette activité-là qui me permet de générer des ressources pour pouvoir les réinjecter dans des actions à la fois sociales et des activités politiques. Beaucoup de gens m'ont posé la question, qui est derrière toi? Je dis, personne. Enfin, si mes amis, ceux qui croient en moi, ceux qui croient en mon projet. Et le sacrifice de beaucoup d'années. Oui, mais c'est encore une fois sans regret. C'est une décision que j'ai prise, que je ne regrette pas. Alors on se retrouve en 2023? Oui, certainement. On espère que nous serons tous en bonne santé en 2023. Sur le terrain politique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En 2023, on aura les prochaines élections municipales. À ceux qui s'interrogent sur le fait que je me représente, je dis souvent que mon objectif, c'est d'influencer les choses. Voilà, c'est de faire évoluer les choses. Ce n'est pas nécessairement d'occuper un poste. Parce que si l'idée, c'était simplement d'être au poste de maire, ça voudrait dire qu'il y a une composante quelque part égoïste ou une composante très auto-centrée. Alors que l'objectif, ce n'est pas du tout ça. Voilà, on peut ne pas être maire et faire évoluer les choses. Je peux le faire en étant au conseil municipal, je peux le faire à l'extérieur par des projets. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est juste une question d'échelle. Voilà. Ce que vous pouvez faire en étant maire, vous pouvez faire 10 fois plus qu'en étant juste un individu lambda, mais ça n'empêche que vous pouvez quand même commencer, vous devez commencer. Donc en 2023, on verra s'il y a nécessité, parce que tout est question de nécessité, il faut apprécier l'évolution du champ politique, de l'actualité politique. Peut-être qu'il y aura un intérêt pour une candidature, peut-être qu'il n'y en aura pas. Voilà. Merci.
Ok, merci à GTKM de m'avoir donné l'opportunité de parler de mes activités et de ce qui me tient à cœur. Merci à toute l'équipe de mettre en lumière les serviteurs du peuple que sont les responsables politiques. À très bientôt, l'avenir nous appartient. Il l'a dit, l'avenir nous appartient, l'avenir vous appartient. Alors il faut rêver et rêver très grand, mais ne pas seulement que rêver, il faut aussi se battre, croire en soi, aller, oser, crier, réaliser. On peut connaître des chutes, mais comme on le dit le plus souvent, le plus important c'est de savoir se relever de ces chutes, car ce sont les épreuves qui nous forment. Ce fut un plaisir pour nous, équipe de Get to Know Me, d'avoir passé ce moment avec vous, Monsieur Ama Amadou Salif Ndiaye. Je vous en prie. J'espère que nous nous reverrons en 2023. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'on viendra voir le maire de Cocody. C'est Dieu qui décide. C'était donc Get to Know Me. Nous nous retrouverons très bientôt. Et puis, réalisez vos rêves.